J'ai dit faire mettre, ce qui n'est pas. Ok. Donc c'est Tim, je suis kiné maintenant depuis 9 ans. J'ai un parcours assez classique, j'ai fait des études de kiné. Je trouvais qu'il me manquait un peu quelque chose pour traiter des patients musculo-squelettiques. Donc j'ai fait 2 ans d'apprentissage en thérapie manuelle. J'ai une passion aussi pour la médecine des arts et j'ai une chouette proposition pour un travail en Angleterre, un cabinet qui traite essentiellement des artistes. Et donc, je me suis lancé. Je suis parti à Londres et un peu naïvement, je me suis dit, t'es à Londres, est-ce que tu peux pas essayer de trouver une formation en même temps? J'ai commencé un master en kiné musculo-squelettique à King's. C'était bien plus chargé que ce que je pensais, mais c'était une chouette formation qui m'a un peu ouvert à un nouveau monde. J'ai rencontré des profs passionnants. Et en fait, justement, de par ces rencontres et de par ce que j'ai appris, mon intérêt s'est tourné un petit peu plus vers justement les douleurs chroniques, les patients complexes plutôt que les artistes. Et voilà, je suis rentré en Belgique et puis très rapidement, en fait, après avoir repris une pratique clinique, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas en plus continuer d'étudier? Et je me suis lancé un peu dans des recherches de bourse pour commencer peut-être un doctorat et j'ai trouvé une place à l'Université catholique de Louvain. Là, en fait, au jour d'aujourd'hui, j'ai une petite pratique clinique où j'essaye de prioriser plutôt les patients un petit peu complexes, les patients qui ont des douleurs chroniques, etc. D'un point de vue universitaire, j'enseigne à mi-temps, essentiellement des cours pour des futurs kinés, donc l'anatomie palpatoire, des choses comme ça. Et j'ai mon activité de doctorat qui s'étale quand même sur une longue période puisque c'est à mi-temps. Donc en fait, j'ai pas mal de chance parce que je suis un petit peu entre deux labos. Un labo plutôt de recherche clinique qui est dirigé par Christine de Trembleur et dans lequel mon promoteur travaille, donc Laurent Pitance. Et je travaille avec un autre labo qui est dirigé par André Moureau et qui fait de la recherche bien plus fondamentale sur la douleur. Ma question de thèse principale, c'est quels sont les changements au niveau des mécanismes dans le système nerveux central qui accompagnent les désordres temporomandibulaires chroniques. J'ai vraiment un intérêt particulier pour la sensibilisation du système nerveux. Et d'un point de vue très concret, je travaille avec un modèle qu'on appelle le HFS, donc les stimulations à haute fréquence. Quand on se blesse, on a en général, donc on va dire qu'on se coupe, par exemple au niveau de l'avant-bras. La région coupée fait un petit peu mal et donc ça, on peut le comprendre facilement à cause des dégâts, à cause de l'inflammation. Mais il y a aussi normalement une douleur aux alentours, sur une zone bien plus diffuse. Et ça, on a de fortes raisons de croire que c'est un phénomène essentiellement central. Pour mes recherches, plutôt que de couper la peau ou de brûler la peau, on utilise une stimulation électrique qui a l'avantage de ne pas faire de dégâts au niveau de la peau. Mais par contre, c'est quelque chose de très intéressant à ressentir. Ça donne une sensibilisation très importante qui dure plusieurs heures. Et donc, avec 5 petites secondes de stimulation qu'on ressent un petit peu comme si on se faisait pincer. Ensuite, quand on pique la peau avec une petite pique, c'est beaucoup plus sensible. C'est un très beau modèle, bien contrôlé parce qu'on peut contrôler l'intensité, la fréquence de la stimulation, etc., qui permet d'étudier le phénomène de sensibilisation de la peau chez des sujets sains et chez des patients. Mon intérêt pour ce sujet, ça remonte un petit peu au début de mon doctorat. Comme je te disais, je suis parti en Angleterre, j'ai eu pas mal de cours, notamment sur la douleur, essentiellement avec des kinés, mais je suis arrivé assez confiant face au laboratoire de Lyons, qui est essentiellement un laboratoire de recherche fondamentale, avec donc pas que des kinés, des médecins, des psychologues et des chirurgiens, il y a un petit peu de tout, des biologistes. Et donc, je suis arrivé très confiant pour expliquer mon projet. Je disais, bah voilà, ça me semble cohérent. La douleur chronique, ça rime avec sensibilisation centrale. Donc, il n'y a plus qu'à en apprendre plus sur le sujet. Et puisque on a accès à des patients avec des troubles temporomandibulaires, essayons d'en apprendre un petit peu plus sur eux et sur la sensibilisation centrale chez eux. Et je présentais mon projet dans le but de l'améliorer, dans le but d'avoir des idées. Donc, j'étais face à tout un groupe de personnes que je connaissais pas. Et très vite, une voix s'est levée, la voix d'Emmanuel, qui est biologiste et psychologue, et qui n'était pas du tout d'accord avec ce que je disais. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que ce que j'avais appris à propos de la sensibilisation centrale, en fait, essentiellement par des kinés,
Mais c'était pas spécialement le point de vue des chercheurs, en tout cas de certains chercheurs en sciences fondamentales. On va dire ce coupable, la sensibilisation centrale, qu'on blâme beaucoup pour certaines douleurs chroniques. Je me suis rendu compte que ça voulait pas dire la même chose pour tout le monde et qu'en fait, peut-être, la manière dont nous, on en parle en kiné était assez réductrice. Ça faisait 3 ans que je réfléchissais un petit peu à ça. On a eu des discussions très animées avec Emmanuel, qui en fait donc c'est un post-doctorant qui travaille essentiellement sur le phénomène de la sensibilisation centrale. Lui a déjà élevé un petit peu sa voix au niveau de la recherche, donc il a écrit plusieurs commentaires, mais des commentaires qui ciblent plutôt des chercheurs justement en sciences de la douleur, pas spécialement des cliniciens. Ça faisait un petit temps qu'on se disait, tiens, ce serait vraiment intéressant de cibler les kinés, puisque moi je suis kiné, ou en règle générale, les thérapeutes manuels, les ostéopathes, ceux qui soignent les troubles musculo-squelettiques. La période Covid est arrivée, qui a un petit peu perturbé mes expériences, et on s'est dit, tiens, on peut pas recruter pour l'instant. Les patients, de toute façon, n'ont pas trop envie de se rendre à l'hôpital pour faire des expériences, donc c'est peut-être une période pour réfléchir à ça et pour essayer d'écrire un article là-dessus. On s'est lancé, et voilà, ça a donné cet article aujourd'hui. On est un petit groupe, presque tous avec des professions différentes. Donc, il y a Emmanuel Van Den Broek qui est psychologue et qui travaille essentiellement en recherche fondamentale sur la douleur et plus particulièrement sur la sensibilisation centrale. On a aussi Jerry Draper-Rodi qui est ostéopathe, enseignant, chercheur. Laurent Fabre qui est aussi ostéopathe avec un grand intérêt pour la neurophysiologie de la douleur. On a aussi Laurent Pitance qui est kinésithérapeute, musculo-squelettique et professeur à l'université, ainsi que chercheur. Et puis, il y a moi. Et ça, je crois que j'en ai déjà dit assez, bien trop à propos de ce sujet-là. Quand on regarde un petit peu l'histoire de la sensibilisation centrale, on voit que c'est apparu à peu près dans les années 80, essentiellement en lien avec des travaux sur les animaux. Et donc, on parlait à l'époque d'un phénomène très local au niveau de la moelle épinière qui expliquait certains symptômes, notamment ce qu'on appelle l'hyperalgésie secondaire au niveau de la peau. Et donc, ça expliquait le fait qu'une petite partie de la peau autour d'une blessure devenait plus sensible. On a extrapolé ces découvertes aux êtres humains et notamment aux patients, avec l'idée que la sensibilisation puisse être quelque chose de généralisé. On pense qu'il faut être très précautionneux parce qu'on ne peut pas mesurer la sensibilisation centrale chez l'humain. Au jour d'aujourd'hui, on n'a aucun moyen d'accès direct au système nerveux qui permettrait de mettre en évidence à coup sûr une sensibilisation centrale. C'est quelque chose qu'on peut uniquement évaluer de manière indirecte. Il nous semble qu'il faut une certaine modestie par rapport à ça. Un autre point important, c'est qu'on estime que si la sensibilisation centrale est vue comme quelque chose de très très large, ça devient petit à petit une théorie qui permet d'expliquer presque tout. Très souvent, quand une théorie veut expliquer trop, elle finit par expliquer presque rien. Quand cette définition de la sensibilisation centrale devient très large, obligatoirement, elle doit regrouper de nombreux mécanismes différents, dont certains mécanismes qui n'ont en fait presque plus rien à voir. Et c'est quelque chose qu'on a vu apparaître dans des études récentes, notamment où ils essayent de voir si les signes cliniques principaux qu'on associe à la sensibilisation centrale et qui sont repris par exemple dans des questionnaires comme le Central Sensitization Inventory, on se rend compte qu'ils ne sont même plus corrélés avec des mesures un petit peu plus objectives de la sensibilisation. Des arguments qui reviennent, c'est souvent qu'en fait, ce mécanisme un petit peu fourre-tout permet au moins de valider l'expérience des patients et permet aussi aux patients de reconceptualiser la douleur, c'est-à-dire en partie, par exemple, lui faire savoir que nociception n'est pas égale à douleur, que des dégâts ne sont pas forcément corrélés à l'intensité de la douleur. Ce qu'on dit par rapport à ça, c'est déjà que pour valider l'expérience d'un patient, on n'a pas besoin de se référer à l'étiquette, entre guillemets, sensibilisation centrale. Et on pense qu'avec une bonne relation thérapeutique, en écoutant son patient, en le laissant parler, c'est parfois une très bonne manière de montrer à ses patients qu'on les croit, sans pour autant rajouter un nouveau concept qui sera peut-être le énième concept en plus utilisé par des thérapeutes pour leur expliquer leur pathologie.
Pour ne pas être que critique, on a quelques recommandations, quelques suggestions. Concernant l'aspect de reconceptualisation de la douleur, de nouveau, on pense qu'on n'a pas besoin de se référer à la sensibilisation centrale et on peut très bien utiliser des métaphores centrées sur le patient, sur sa vie à lui, plutôt que sur la sensibilisation centrale. On pense qu'il est parfois plus utile de trouver des exemples apportés par le patient pour essayer de lui faire comprendre un petit peu la distinction entre dégâts et douleurs, plutôt que de lui dire, ben voilà, votre système nerveux est sensibilisé, voilà ce qui se passe au niveau de vos synapses et voilà ce qui explique tous vos symptômes. Et déjà, on pense qu'il n'y a pas de honte à oser dire à son patient que certaines douleurs chroniques, eh bien, on ne les comprend pas et que même des experts aujourd'hui en sciences de la douleur ne les comprennent pas encore. On n'a pas, à l'heure actuelle, pour nous, de théorie neurophysiologique cohérente qui permet d'expliquer vraiment tous les symptômes que les patients avec des douleurs chroniques ont. On pense que ça n'affecte pas de manière négative la relation thérapeutique. On ne dit pas non plus que toute éducation à la douleur est inutile. On dit qu'elle peut très bien se faire sans tout réduire à la sensibilisation centrale. Et après, de manière globale, on prône une approche assez simple de prise en charge vraiment centrée sur le patient, où on essaye évidemment de cibler les facteurs qui peuvent avoir un effet le plus important sur la guérison du patient. Des facteurs comme l'auto-efficacité, comme essayer de travailler sur la peur du mouvement, essayer de faire en sorte que le patient ose faire de plus en plus d'exercices, etc. C'est toutes des choses qu'on peut observer vraiment de manière directe chez le patient. On propose plutôt de cibler ça. S'il faut être vraiment très spécifique par rapport aux douleurs ressenties par le patient, il existe des termes bien plus précis que le terme sensibilisation centrale. Donc, on peut parler d'allodynie, par exemple, si rien que le toucher de la peau fait mal. On peut parler d'hyperalgésie. C'est toutes des choses qu'on peut dire aux patients si on veut vraiment parler de ces symptômes. On n'a pas besoin de tout réduire à la sensibilisation centrale. Pour moi, ça me semble très difficile d'avoir une théorie qui permet d'expliquer tous les symptômes que les patients peuvent présenter quand ils ont des douleurs chroniques. La manière dont j'essaye de m'en sortir au niveau de la recherche ou quand j'ai un patient en face de moi, c'est essayer d'être plus précis. Si on parle de sensibilisation centrale, je pense que c'est plus informatif de dire sensibilisation centrale au niveau de la moelle épinière, ou éventuellement des changements au niveau des cellules gliales ou certains changements potentiels cérébraux. On a des manières d'évaluer, par exemple, des déficits d'inhibition de la douleur. Toutes ces choses-là sont bien plus précises que de dire, ben voilà, le patient a de la sensibilisation centrale et puis c'est tout. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on ne remet pas en cause le fait de dire qu'un patient est sensibilisé. S'il est plus sensible à la palpation un petit peu partout, s'il a des douleurs diffuses un peu dans tout le corps, le fait qu'il soit sensibilisé, ça, on peut l'objectiver. Par contre, ce qui nous dérange avec le concept de sensibilisation centrale, c'est que automatiquement, ça évoque un mécanisme, alors qu'en fait, on peut pas vraiment dire qu'il y ait un mécanisme. Il y en a probablement 10, 20, 50 qui sont actifs en même temps chez ce patient auquel on dit qu'il a de la sensibilisation centrale. Et le risque, en fait, c'est de faire croire aux patients, de croire même soi-même en tant que thérapeute qu'on comprend parfaitement les mécanismes qui se passent au niveau de ce patient, alors qu'en fait, c'est très, très complexe et on comprend qu'une petite partie de ce qui est en train de se passer. Au départ, on avait pensé à un titre bien plus banal, donc quelque chose comme une analyse critique du concept de sensibilisation centrale ou quelque chose de très académique. C'est l'éditrice du JOSPT qui nous a fortement stimulé à essayer de trouver un nom un petit peu plus sexy. Et donc, Stuck in the Middle with You est justement ressorti d'une conversation avec elle. Et donc, c'est une chanson connue des Steelers Wheel dans les années 70 qui est aussi reprise dans une scène un petit peu mythique du film Reservoir Dogs. C'est une chanson qui parle justement de quelqu'un qui essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe et qui n'y arrive pas trop. On veut transmettre un petit peu le message qu'on a du mal à faire la part des choses avec toutes ces différentes définitions de la sensibilisation centrale, sachant qu'il y a encore très peu de consensus par rapport à cette définition. Voilà d'où vient le titre et je vous encourage à aller écouter la chanson qui est top.